KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. J'ai là, dit-il, l'éventant entre deux doigts, la lettre d'un médecin que je ne connais pas, mais dont l'examen clinique est bien fait. Il s'accompagne d'ailleurs des analyses bactériologiques indispensables. Augustin reconnut l'écriture du médecin cantalien. Il s'attardait à palper cette voix. Retenue, nuancée, d'une cordialité réelle mais vite retirée, un rien de combativité dangereuse y circulait sourdement sous une articulation de professionnels. La fenêtre déversait un air sans soleil. Augustin regarda l'énorme casier d'acajou ciré qui occupait l'angle de la pièce et s'articulait avec d'autres casiers de fiches. Classés mais débordants, des entassements de papier, de livres, d'albums prolongeaient la surabondance des corridors, foyer de proximité et d'actualité dans l'ensemble d'une documentation colossale. « Mais je vous connais, monsieur Méridier, » disait le médecin. Comme Augustin expliquait sa profession, son genre de vie, son histoire. « Vous étiez là-bas ?» Il parlait de l'université américaine où Augustin avait professé. « À peu près au moment où je m'y suis trouvé moi-même, pour moins de temps que vous, évidemment. Et j'ai vu aussi votre nomination à la Sorbonne. » C'était une de ces coquetteries de paraître n'ignorer que le moins de choses possibles en dehors de la médecine. Sa culture générale, fort vaste, refoulée depuis par sa technicité, ne s'alimentait plus que dans ses repos, mais elle aérait, équilibrait ses travaux et luisait dans leurs interstices. Contrairement à maintes autres contributions humides et nuageuses, les siennes étaient classiques pour la limpidité de l'air qu'on y respirait. Elle amusait aussi par leur ton polémique, leur sincérité cassante et des démentis dont rien n'émoussait le coupant. « Oui, continua-t-il, ils ont de bien beaux laboratoires. » Puis brusquement, « Voyons, monsieur, remontons au déluge. Vous avez souffert de quoi depuis votre enfance ?» Pendant qu'il écrivait sur de grandes fiches quadrillées, Augustin la mena à travers les bronchites d'Allemagne et de Suisse, jusqu'à la crise de Pâques, aux souffrances morales, aux fatigues et à l'hémoptysie des derniers jours. Le médecin posa sur la maladie de l'enfant 2 questions seulement, enveloppées mais précises, comme des coups de poing de champion sous le gant. Augustin vit bien qu'il avait deviné et sentit un grand froid. Mais l'autre quitta le sujet miséricordieusement. Christine conservait son air d'incompréhension impénétrée. À ce moment d'ailleurs, on sonna au téléphone. Lui-même fit son formalisme caressant. « Oui. Ah oui. Ah non, je ne puis pas. Je vais demain en consultation à Pau. Mais Breuil vous donnera très bien cette consultation-là. Oui, le docteur Breuil, médecin des hôpitaux, l'un de mes assistants. Hervaux, dites-vous ? Vous préférez le docteur Hervaux ? Hervaux, si vous voulez. » La voix se faisait déjà d'une politesse agressive. « Prévenez-le, l'un ou l'autre, et à temps. Ils sont fort occupés. Après-demain ?» Après une courtoisie ironique. « Mais comment donc ? Le doyen se ferait un plaisir de déplacer mon cours. Oui. Enfin, au revoir. » Augustin l'observait téléphonant. Qu'est-ce qui semblait jeune en lui ? Aucun trait en particulier, ni leur ensemble. Peut-être cet aspect de force et de sûreté de soi, non pas en face des choses elles-mêmes, ni des problèmes qu'elles lui posaient. Il était beaucoup trop intelligent pour cela, mais à l'encontre des opinions que ses collègues soutenaient sur elle. Sa combativité se réfrénait quelquefois, par respect pour lui-même, jamais pour eux. Il s'exprimait avec une politesse cinglante et nuancée qui lui faisait beaucoup d'ennemis, dont il déclarait n'avoir cure. Tout cela n'était pas jeune. Augustin s'était trompé en le croyant tel. Mais il dut interrompre ses réflexions et se déshabiller.
entre deux rangées de livres disposés de telle sorte qu'il échappait aux entrants, un très beau tableau, qui ressemblait à un ciselet, crevait l'une des parois de cette bibliothèque écrasante. Par la brèche, et rappelant à Augustin des souvenirs, entraient les détails d'une violente lumière de neige, coupée de plaques d'un bleu glacial et diluée, à ras du sol sous un puissant ciel brun. « Voulez-vous venir par ici, monsieur, vous aussi, madame ?»« Mais certainement. » On parcourut un autre couloir tapissé d'autres livres qu'Augustin vit mal, tout à la pensée des neiges. La nouvelle salle était sombre, faiblement teintée de rouge, d'une température tiède et agréable. De grands appareillages électriques peuplaient cette ombre, et derrière les premiers plans, des prolongements pleins de secrets. Augustin aperçut en dernier lieu les lourds rideaux noirs revêtant la fenêtre. On toucha son bras. Une demoiselle mince, grave et jolie, toute blanche, l'air hiératique d'une vierge technicienne. Elle lui appliqua la poitrine contre une petite paroi carrée par gestes légers et sans parole. La lumière rouge s'éteignit brusquement. Dans son dos gonfla un murmure profond et musical. Christine avait disparu. Le médecin avait disparu. Par-dessus une sorte de tablier qui lui montait jusqu'au menton, Augustin ne voyait rien qu'une place indistincte du noir. Il devinait qu'une chose massive, courbée, s'agitait devant lui et aussi à sa gauche. Tout se passait entre ce murmure musical et cette chose courbée. Tout, c'est-à-dire le mystère électrique, cette lumière perceuse de parois, son étrangeté verdâtre et les petites taches blanches et noires aperçues dans la nuit d'un poumon d'homme. Voulez-vous avoir l'obligeance de tousser ? Encore ? Je vous remercie. La chose massive et courbée remuait avec des bruits de corps humains dans des habits. Ces mots lui firent perdre toute incertitude et tout anonymat, redevenir le médecin qu'elle n'avait jamais cessé d'être. De brèves phrases techniques furent jetées à l'autre bout de la pièce, vers une silhouette bossue, aux contours fondus, penchée en une posture inintelligible. Mais l'habitude de la nuit, son attention plus grande et l'occasion montrèrent à Augustin, l'espace d'une seconde, une incandescence rouge sombre et minuscule que la silhouette masquait. Il supposa la demoiselle fit avancer le bâti contre lequel s'appuyait le patient. De minces doigts sollicitèrent son bras et son épaule. « De cette manière, disait-elle, poing sur les hanches, coude en avant, dédaigneuse et sibylline. Respirez. N'expirez pas. » La voix était prétentieuse, déplaisante et en désaccord avec l'aspect de la jeune fille. Un bruit criard extrêmement bref éclata. « C'est tout, » dit le médecin qui déposa ses gants. Augustin et sa sœur, revenus dans le cabinet au ciselet, reprirent place devant le grand bureau. Un faible roulement de voiture montait de l'avenue. Le médecin maintint quelque temps son front dans ses mains. « Dites-moi, monsieur Méridier, fit-il avec une brusquerie égale à celle de la lumière électrique dans sa salle d'examen. Voulez-vous aller à Lézin ? » Et comme Augustin, pris de court, ne répondait pas, « Vous y passerez le temps qu'il faudra. » La vie n'y est pas austère, le pays est délicieux. Vous êtes séparés des dents du midi par des vallées très creuses, où les nuages s'amoncellent, mais vous les dominez baignés par un radieux soleil. Peut-être ne connaissez-vous pas les uns ? Augustin avoua qu'il ne connaissait pas les uns. Prenez un congé de 2 ans, que voulez-vous ? S'il vous faut plus, nul doute qu'on ne vous le prolonge. Sa bibliothèque dégorgea une liasse de prospectus luxueux. Des illustrations photographiques donnaient le paysage typique des Alpes, le rude velours des sapins, les grands draps blancs des neiges, bien tendus et sans plis, mis à sécher sur les pentes, un air de festivité générale, de luxe, de joie et de brillants hivers. Vous serez soigné fort attentivement par des spécialistes suisses de premier ordre et sous leur direction par des médecins français venus comme vous pour s'y guérir et qui y sont restés.
il pressa l'un des boutons de son appareil téléphonique compliqué. La petite jeune fille du vestibule entra, bloc en main, abaissant sa paupière sur un visage de recueillement excessif. Stylomine expectant, elle s'installa devant une tablette glissante, logée dans la face latérale du vaste bureau. Il dictait très vite des mots qu'elle prenait en sténographie. Les premiers, je sous-signais, puis l'indication de sa personnalité partir dans un grommellement indistinct où fourmillaient les etc. Puis, lentement, Monsieur Méridier, M et R, présente des lésions pulmonaires bilatérales dont l'origine tuberculeuse, confirmée par l'analyse bactériologique, ne fait pas de doute. Monsieur Méridier a besoin d'un congé de très longue durée pour se soigner dans un sanatorium. Augustin se sentait la plus inerte indifférence traversée de visions des Alpes. La technique voulait pour lui, décidait pour lui. Elle dessinait sur la surface externe de son âme toutes les arabesques de l'espérance, sans moyen de savoir que l'intérieur était mort. Il ne semble nullement nécessaire que madame votre sœur séjourne avec vous. S'il était cependant possible qu'elle ne fût pas trop loin. Puis, avec un sens des retouches miséricordieuses qui ne lui manquait pas. Pour elle-même, ajouta-t-il, autant que pour vous. Augustin espéra pouvoir lui obtenir un poste dans un lycée frontière. Elle faisait elle aussi partie de l'université. Un grelottement étouffé monta du téléphone. La radiographie est visible ? Bien. Elle vint, encore mouillée, entre deux jolis doigts de la vierge technicienne, les trois autres incurvés et levés dans les airs, en pattes de moustique. Posée sur un verre dépoli, frappé en dessous d'un violent éclairage doré, caillebottée, grisée, coupée du cercle pâle des côtes, elle étalait des hiéroglyphes d'une langue non traduite. Un vide blanc grossièrement triangulaire et des traînées blanchâtres sur du mou de chaque grisaillé. Augustin faisait effort pour se reconnaître dans cette chose étrange. Il tenta des essais verbaux. Ça, c'est moi qui suis là, oui. C'est moi, c'est bien moi, la partie de moi qui crache et tousse, et aussi l'autre, soupçonnant que le vide triangulaire pouvait être son cœur, qui m'envoie à la fois des émotions et du sang. Cela dura bien 10 secondes. L'inconnu général de la vie était là, devant ses yeux, réfracté, morcelé, en toutes ces petites énigmes photographiques. Vous recevrez l'avis de Lézin en 5 ou 6 jours au plus tard. Cette radiographie, bien entendu, vous y précédera. Vous devriez y être vous-même sous 8 jours, ne tardez pas. Bien, monsieur, fit Augustin debout et rhabillé. Je vous remercie. Je ne guéris pas, quelles sont les limites de temps entre lesquelles je puis être emporté ? Le visage du grand médecin devint brusquement pitoyable et presque affectueux. Monsieur Méridier, ce que vous demandez ne présente pas beaucoup de sens. Toutes les vraisemblances médicales sont pour que vous guérissiez. J'ai envoyé à Lézin des malades plus touchés que vous, ils ont guéri. Vous, vous guérirez. C'est au sens actif que je parle. Votre discipline psychique ira de pair avec l'autre. Vous me comprenez ? Qu'est-ce qu'un an ou 2 de recueillement ? Une richesse de plus dans l'épanouissement de votre vie. Augustin insista, d'une gravité calme. J'ai besoin de considérer les 2 hypothèses, guérison et l'inverse, simple prudence et aménagement correct de mon existence. Déjà d'autres coups de sonnette avaient tremblé dans le vestibule. Le médecin se tenait debout en un sombre veston soigné. Son sourire était identique, mais cette permanence même, jointe à l'immobilité de son attente, se chargeait de signification. Ses habitudes de défense contre les usurpateurs de son temps transparaissaient sous sa parfaite politesse. Sa voix ne fut pas tout à fait exempte de cette hauteur nuancée qu'en face d'une contradiction il n'était jamais totalement maître de retenir. « Monsieur, les délais sont possibles entre quelques semaines et quelques années si en fait d'aménagement correct, vous négligez celui de votre guérison. » Il revint vite au ton ordinaire. « Comment êtes-vous installé ici ?»« Un petit appartement rue d'Assas, au bout d'une cour très large, entre le Luxembourg et des jardins.
J'ai eu la chance de le trouver en juillet dernier lors de ma nomination. De l'air et de la lumière, fort bien. Ne vous fatiguez pas pendant ces 8 jours. Mangez bien, sans excès. 4 repas par jour. Je vous permets les démarches strictement nécessaires chez vos éditeurs, je suppose, ou dans l'administration universitaire. Il faut avoir l'esprit en paix. Mais pas d'autre ordonnance que cette feuille. Il lui tendit un papier lithographié. Le traitement est à l'aisin. De nouvelles sonneries tintèrent. Tandis que le valet de chambre passait le par-dessus. « Madame, dit le médecin, auriez-vous l'obligeance de me suivre 1 minute, le temps de signer ce certificat et de vous le remettre ?» Quelques instants après seulement, Augustin fit réflexion qu'il n'avait qu'à signer la feuille devant eux. Dans l'ascenseur, ils lurent les grands titres, masqués par les « etc. » Je sous-signais, professeur à la faculté de médecine de Paris, médecin de l'hôpital. C'est, dit Augustin, ce qu'il a dicté devant nous. Puis, souriant, cette chose à part qu'il t'a dite. Il faut m'entretenir le moral, ou quelque confidence semblable. Christine sourit à son tour. Il m'a certainement dit qu'il fallait entretenir le moral. Ils firent quelques pas, indécidés sur le trottoir. Il est 3h30. Peut-être pourrions-nous passer au ministère, rue de Grenelle ? Non, je ne suis pas fatiguée. Il nous recevra certainement sans demande d'audience, au moins s'il a le temps. Christine obtint cependant qu'ils attendissent le lendemain. Il fallait bien employer ces filandreux 8 jours. Ils traversèrent l'avenue pour trouver un taxi. Un des bas-côtés formait allée Cavalière. Des fers à cheval pleins de pluie marqués dans la terre molle. Un groupe les éclaboussa. L'homme paraissait un professeur d'équitation. Une grande fillette de 12 à 13 ans montait auprès de lui. À chaque secousse, d'une seule masse, sa chevelure s'élevait et s'abattait. Cette fin de pluie, ces allées cavalières, cet horizon jaune derrière le Trocadéro, rappelaient un paysage très semblable, bien lointain, lourd de tristesse et d'avenir. Au temps dont il se souvenait, elle était encore une petite fille délicate, fine, d'une beauté assez farouche, et toute la hauteur de l'enfance. Il le savait maintenant, c'était jusqu'à cette époque qu'il fallait faire remonter son amour. Aujourd'hui, il n'y avait plus rien. Il devait en prendre son parti, avec une maîtrise de soi ferme et funèbre. « Alors, tu ne veux vraiment pas me confier ce qu'il t'a recommandé ?» fit-il avec un sourire détaché, qui provenait, sans que Christine pût le savoir, de la formule du médecin sur l'épanouissement de sa vie. Pouvait-elle répéter le pronostic chargé de réserve ? « La situation est sérieuse, madame. Surtout, je n'aime pas chez votre frère cette apparence morale déprimée, ce calme froid et cet air mort. »« De bien manger, dit-elle, et bien dormir. » Les heures du lendemain, tout officielles, apportèrent à Augustin la satisfaction qu'il désirait. Le déplacement et le congé de sa sœur furent réglés. Le sien était de droit. Depuis sa philosophie, il n'avait entretenu avec M. Rubenson que des relations sans contact. Ils s'envoyaient leurs livres, s'écrivaient aux promotions, aux événements heureux. Un invisible vieux ciment consolidait ses moellons. Un huissier désagréable, assis devant une immense fenêtre grise, commença par leur refuser l'admission, disant que monsieur le directeur de l'enseignement secondaire ne recevait les professeurs que sur audience. Le garçon négligea ostensiblement la carte d'Augustin, l'abandonna au coin d'une vaste et grossière table où nulle tache d'encre ne pouvait marquer puisqu'elle était peinte en noir. Au milieu d'officiels plis jaunes, classés par taille, il prit le temps de terminer, dans un journal pour boutique de coiffeur, un article à dessin rose. Mais un coup de sonnette le fit se précipiter sur les cartes et sauter de sa chaise avant qu'Augustin et Christine n'eussent fini de goûter l'harmonie de ces gris et noirs, de ces jaunes et roses. Revenu, l'huissier sélectionna obséquieusement le couple en deuil parmi d'autres gens qui attendaient. Il maintint ouverte l'énorme porte dictatoriale, eut le temps de voir M. Rubenson venir au-devant de son visiteur, lui prendre le bras et l'épaule avec une affection tout à fait tendre et l'installer dans l'un des fauteuils. Peut-être même l'entend-il dire «
Comme il y a longtemps, cher ami. Sa caressante insistance sur les diphtongues les emplissait de regrets, de doux reproches et de câlineries. La pensée pleine de l'ancien Rubenson, Augustin en sentait dégrader lentement l'image et faisait, sans le vouloir, le tri des choses conservées. Le regard avait changé d'horizon, de rêve et de portée. Il s'était rabattu vers la terre et ses complexes jeux. L'homme gardait la peau glabre, fine et blanche de jadis. Il était gras, dominateur avec lassitude, jouant la satiété du bonheur, d'une sûreté d'élégance et d'une science de la sobriété vestimentaire qui montrait ici, comme autrefois dans sa classe, la même absence de parenté avec ses entours et que sa vraie vie n'était pas là. Il écoutait tout le récit d'Augustin, l'interrompant de courtes demandes avec la plus attentive amitié. Ce qui avait fui, c'était la jeune gravité, l'ascétisme intellectuel, le temps des mains méditatives, ployées en berceau devant le front osseux. Il avait trouvé mieux que la certitude et l'inutilité de la chercher. Sa sérénité s'en trouvait affinée. Il devait vivre en un phénoménisme exquis. L'extrême noblesse et la mélancolie avec laquelle il leur était apparu autrefois recouvraient peut-être des désirs terrestres, des émois précurseurs existants dès cette date, quoiqu'ils ne se fussent montrés qu'ensuite, par précipitation sans doute, au sein d'un cœur primitivement transparent. Peut-être, au contraire, n'était-il né réellement que plus tard, des impures besognes de la vie. Beau cas d'évolution, pensait Augustin. Mais qui pouvait le décrire que lui-même ? « Attendez, cher ami, fit-il au cours du silence qui suivit. Il pressa sur son téléphone. « Monsieur Le Friand ? Ici, monsieur le directeur. Oui, moi-même. J'aurais besoin que vous veniez, immédiatement. » Un de mes chefs de bureau explicative, une connaissance des textes, il rit. Héroïque. Il avait eu pour Christine, en lui montrant un second fauteuil, l'inclination de déférence formaliste d'un homme bien élevé, infiniment superficiel. Seul, son regard lui certainement traversait sans la voir, à moins qu'elle n'eût été jolie, percevant à la place son état civil, les pièces de son dossier, son écorce administrative, tout, sauf elle-même. Augustin se rappelait sa carrière forte et singulière. Une chaire de faculté, un siège de député occupé 2 ans, un bref rectorat avant sa direction, la parfaite intelligence de manœuvrier et la parfaite intelligence tout court avec laquelle il avait présidé, dirigé, conclu maintes conférences épineuses. Il était étrange qu'il s'accommodât de cette direction. Mais l'était-il moins qu'il eût accepté jadis cette année de philosophie provinciale dont il avait fallu à cette date toute l'ingénuité d'Augustin et celle de son père pour ne pas s'étonner ? Cet homme devait cacher des creux insoupçonnés, des caprices de destinée, de soudaines lassitudes d'action et des besoins de retraite morale avant de rebondir. Peut-être sa satiété dépassait l'apparence. Augustin pensait au peu qu'il savait de sa vie privée. Marié, divorcé, il gardait un vague souvenir de quelque chose. Un petit homme entra, voûté mais inégalement, un haussement d'épaules installé à demeure à gauche de son pauvre cou. Inégalement rasé aussi, et de ses moustaches démodées et longues, l'une s'effilait en yatagan correct, mais l'autre ne pouvait pas, renonçait, tombait en parapluie et l'on devinait les gouttes d'eau. Il s'assit sur une chaise en face d'Augustin, familier, timide, armé. Christine comprit clairement, si elle ne le savait pas déjà, que l'administration se partageait en 2. La partie utile, soubassement florentin, rugueux, d'un ruméable masse, percé de trous prudents et de rares regards. Puis portée par lui, la superstructure, légèreté, lumière, dentelle de Venise, et l'ascension jusqu'aux dieux. Monsieur Le Friand connaissait la teneur des lois non écrites et l'immuable scénario.
Le directeur se réservait l'onction de l'accueil, le baume des consolations, tout le charme des regrets, mais le dernier mot était pour lui, chef de bureau, bon chien de garde, fidèle, grondant, réglementaire et final. Qu'avait-il besoin de régularité anatomique, de nettoyage vestimentaire, ni d'aucun mérite accessoire ? Il tirait vie de ces textes exclusivement. Il avait leur austérité hérissée, leur solidité immatérielle, leur poids de monument. « Madame Androméridier », dit-il d'un petit ton bredouilleur quand il fut venu son tour de parler. « Ah oui, Madame Androméridier, je sais parfaitement. » Il prononçait « sais parfaitement » et hochait la tête. Des dates précises traversèrent son débit. Il avait une mémoire des détails prodigieuse. Congé déjà accordé pour raisons qui sentent la faveur. Tout à fait impossible de le prolonger. Impossible aussi d'exprimer une demande de changement de poste en ce moment. Et d'un ton assourdi, pour lui-même cette fois, pour convaincre sa conscience, la prendre à témoin, la prier de mesurer un peu, si elle pouvait, la profondeur de l'impossibilité, aspirant sa remarque du fond d'un abîme. En ce moment, il cita des dates de décision ministérielle sur les mouvements de personnel, les délégations et les congés. Il avait dit tout ce qu'il avait à dire. Il ajouta un haussement de son épaule déformée et ce branlement de tête, droite et gauche, qui marque la pitié. Pitié pour les difficultés personnelles de la requérante, qu'il devinait, et aussi pour le peu d'apparence qu'elle se pénétra jamais de textes réglementaires, deux choses également déplorables. C'est ainsi que son cœur mêlait les compassions. Qu'elle nous fasse parvenir une demande régulière par voie hiérarchique, conclut-il, en une explosion qui souleva ses petits bras. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.